Ok, bah, je vous remercie de votre présence à tous. On va attaquer notre session donc, sur Stream Insight. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà Stream Insight? Un petit peu. Alors, vous attendez pas à des choses compliquées. C'est une session niveau 200, comme c'était indiqué. On va juste prendre la main dessus pour voir à quoi ça sert et faire deux, trois petites choses. Alors, si c'est des gens qui voulaient à tout prix faire des choses hyper pointues, c'est pas l'objectif de cette session. Alors, toujours, parce que c'est important, c'est grâce à eux que l'événement est gratuit, qu'il a lieu. Donc, on remercie nos sponsors, Platinum, Gold et Silver. N'hésitez pas à les rencontrer. Ils attendent que ça. Et des fois, ils ont des très bons produits. J'en connais quelques-uns. Je me présente, Philippe Gégère. Je travaille sur la société Neos SDI, qui est le premier partenaire Microsoft en Europe en nombre de compétences. Et je suis formateur. J'ai un certain nombre de certifications. J'ai normalement à peu près toutes au niveau des aspects techniques. Je fais de l'accompagnement technique aussi bien pour l'exploitation de l'administration des SQL Server. J'accompagne des développeurs. Je ne suis pas moi-même, j'étais développeur dans une vie antérieure. C'est pour ça que Grégory est là, c'est que c'est vraiment lui le développeur. Et je fais aussi pas mal de BI aussi. Donc voilà. Et j'ai un blog que j'alimente de temps en temps quand j'ai le temps. Un petit mot à mon collègue Grégory. Bonjour. Je sais pas si ça y est. Il va falloir que je le porte en fait. Bonjour, moi c'est Grégory Bosch, je suis DBA SQL Server et je vais donc aider Philippe sur cette session sur Stream Insight. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur le site kankuru.fr. C'est une application que j'ai développée et qui vous aide à monitorer vos bases de données SQL Server. D'ailleurs, l'an dernier, pour ceux qui avaient été dans la salle là-haut, on avait fait une très bonne session tous les deux où il nous avait présenté son produit sur les produits Kangourou. Donc, on remet le couvert cette année avec Stream Insight. Donc, un agenda extrêmement simple. On va faire petite moitié on va vous présenter les fonctionnalités de Stream Insight et après, on va vous faire quelques petites démonstrations sur le produit. Et bien sûr, on finira par la session des questions-réponses. Alors, qu'est-ce que c'est que Stream Insight? Alors, si on regarde la documentation, alors j'ai appliqué un peu 2-3 trucs dans MSDN, donc, mais parce que c'est très bien fait, donc je ne me suis pas gêné. Alors, si on lit la définition de Stream Insight fournit une plateforme puissante pour le développement et le déploiement d'applications de traitement des événements CEP, c'est-à-dire le traitement des événements complexes. Et le mot CEP, on le retrouve de manière transversale, un peu comme SSIS, un ETL. Le CEP apparaît dans plusieurs activités. CEP, c'est le Complex Event Processing. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, c'est qu'on va traiter un élément particulier qu'on ne maîtrise pas dans la base de données, mais qu'on va manipuler quand même, qui sont les flux de données. Donc, les données, on va les conserver en flux. Et c'est une plateforme. En fait, il faut comprendre que derrière, c'est que du développement. C'est des jeux d'assembly. Les avantages de Stream Insight. D'abord, des performances et des débits hautement optimisés. On parle de flux. Les flux, comment on l'entend, c'est en continu, ça y va. Et on peut avoir des phénomènes extrêmement rapides. On peut gérer avec Stream Insight jusqu'à des événements, jusqu'à 100 000 événements, 100 000 par seconde. C'est une architecture relativement légère, puisque c'est un jeu de DLL. On a du traitement en parallèle pour optimiser ce délai, ces latences qui doit être le plus faible possible. Toutes les données sont dans le cache. Pourquoi c'est important le cache? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de la latence. C'est-à-dire que si j'attends que le disque réagisse, etc., je ne vais pas pouvoir absorber ce genre de flux. Donc il faut que tout soit le plus vite possible. Donc on conserve tout dans le cache. Et surtout pas de phénomène de latence comme les disques par exemple que vous connaissez bien si vous êtes DBA, si vous avez des problématiques, vos serveurs SQL. Et on va parler aussi de latence faible, c'est-à-dire de pouvoir conserver les données pour pouvoir éventuellement les corréler. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'observer un flux, mais c'est pouvoir aussi les corréler entre elles, les données. C'est-à-dire qu'une donnée qui était apparue un petit peu avant, il va falloir que je la conserve pour pouvoir voir si effectivement il se passe. On a justement un exemple dans ce sens-là.
C'est un environnement .NET, donc le framework .NET, et ça ne fonctionne avec que du C#. Il n'y a pas d'autres langages, c'est uniquement du C#. Et on va pouvoir manipuler aussi avec Link. Alors, ça va nécessiter un framework minimum 3,5. Et qui connaît LinkQ, hein, j'entends. Une personne. D'accord. Alors, en quelques mots, LinkQ, bon, est-ce que l'environnement framework, un petit peu, tout le monde sait ce que c'est, le C#, tout le monde a entendu parler. Bon. LinkQ, c'est quelque chose qui... Alors, Greg, tu vas peut-être me corriger si je dis 2-3 bêtises sur LinkQ, mais je l'appelle LinkQ pour le distinguer du système Link, la communication unifiée, vous savez, avec 2 lettres d'écart, ça fait presque pareil. Donc LinkQ, c'est un outil qui permet de faire des requêtes un peu SQL dans du code. En fait, on va coder, c'est une extension du langage C# ou du framework ou du Visual, d'ailleurs en Visual Basic, on a la même chose. C'est une extension du langage où on va écrire. Alors c'est un peu dans le bon ordre, c'est-à-dire que quand on fait select étoile, select une colonne from table, il faut d'abord qu'on connaisse la table pour savoir la colonne. Dans LinkQ, c'est déjà mieux parce qu'on commence d'abord par la table et après on sélectionne les colonnes et on fait le filtre where après. Mais en gros, c'est un peu comme du select, mais qui sera exécuté dans de l'application. C'est pas le select texte comme on écrit ou exécute query et je mets entre double cotes une requête. C'est vraiment une instruction du framework .NET. On est d'accord, Grégory? Bon, j'ai bien appris ma leçon. Et l'intérêt, c'est qu'en LinkQ, on va pouvoir faire des requêtes extrêmement rapides à écrire et extrêmement aussi performantes que si on l'avait écrit sur du Transact SQL, par exemple. En termes de déploiement, on parle de déploiement flexible parce que vous allez avoir 3 modes de fonctionnement de Stream Insight. Le premier mode, ce sont des DLL que vous ajoutez dans votre application et votre application devient autonome. Il y a tout dedans. Vous l'exécutez, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez un deuxième mode qui là, c'est en mode service, service Windows. Donc vous vous connectez au service et c'est le service qui va exécuter toute la tâche. Le troisième, en fait, c'est toujours le mode serveur, sauf que vous les mettez en parallèle pour supporter plus de charges. Une sorte de cluster de Stream Insight pour supporter la charge. On parle de batterie de serveur. La simplification de gestion, en fait, va vous fournir un certain nombre d'outils pour pouvoir diagnostiquer. Il y en a 2. Vous avez l'équivalent de vue ou d'outils de diagnostic. Je pense par exemple au Perfmon. Et puis un deuxième outil qui est le débugger de vue, de flux. Le débugger de flux, qui permet de savoir ce qu'il en est. Alors, Stream Insight, quand est-ce qu'on va l'utiliser ? Je vous ai sorti 4 exemples. On peut en imaginer beaucoup plus, surtout qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir imaginer d'autres choses. Je vais commencer par les 4 les plus communs. Le premier, c'est le cas d'une usine. Dans une usine, vous avez des machines d'outils, vous avez des outils, vous avez des machines, vous avez des moteurs, vous avez des pompes, vous avez des tas de choses et des capteurs. Et ces capteurs mesurent tout le temps des choses et certains capteurs peuvent vous envoyer la pression, la température de l'eau, tout ce genre de choses. Et ça va nous donner des éléments du fonctionnement de l'installation sur lequel éventuellement des alarmes. Quand la température du four monte trop haut, c'est qu'on a peut-être un problème. Si elle est trop bas, là, toute la production peut être impactée. Donc il faut peut-être avoir des éléments de correction. J'ai un client un jour qui me disait, moi, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des grosses turbines électriques et ils ont des capteurs montés directement sur les turbines, sur les grosses roues. Et c'est important de pouvoir calculer en temps réel ce qui se passe dessus pour éventuellement calculer l'usure. Dans les hélicoptères aussi. Les opérations de maintenance, c'est-à-dire s'il faut renvoyer l'hélicoptère dans l'atelier pour pouvoir faire des choses, vont être directement liées au temps de fonctionnement d'un certain nombre de choses. Et certains paliers vont nécessiter d'anticiper ou pas certaines opérations de maintenance. Donc tous ces éléments-là, oui, on a des tas de mesures qui nous arrivent, il faut les traiter. Et puis en trouver une logique. Parce que quand vous en recevez des 10 000, il y a forcément que certaines qui peuvent être intéressantes à avoir, ou en tout cas calculer peut-être une moyenne. La température d'un four sur une heure, par exemple, peut nous donner des coûts de fonctionnement. Mais on ne va pas s'amuser à tous les garder. Donc il faut être capable de calculer ces moyennes, etc. Donc on est sur des capacités de gérer environ, on peut gérer jusqu'à 10 000 événements par seconde dans ce genre de situation. Et dans les actions qui m'intéressent, moi, ça peut être par exemple avoir
donc comme c'est écrit ici, soit générer des alertes, soit des actions correctives, proactives par rapport à un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est le cas d'une usine. Le deuxième, ça peut être un site web. Il y a un véritable marché en ce moment sur la mise en place vous avez des zones réservées pour la publicité et puis il faut se dépêcher de caser ces publicités pour pouvoir le faire. Et typiquement, vous pouvez utiliser, quand vous êtes des serveurs très chargés, pour pouvoir regarder en temps réel le comportement des gens. Donc, les gens peuvent cliquer et vous pouvez avoir un certain nombre de clics, de comportements là-dessus. Et ça peut être intéressant de pouvoir analyser ce comportement en temps réel pour pouvoir calculer, pour pouvoir proposer une certaine dynamique des publicités proposées aux utilisateurs pour pouvoir augmenter toujours sa chance de vendre toujours plus. Donc, adapter les publicités en fonction de la façon dont un ou plusieurs internautes naviguent sur le site web. On peut arriver à des capacités de 100 000 événements par seconde. Alors, typiquement, on y est bientôt à Noël, ça va pas mal charger les sites web. Un troisième exemple, c'est les systèmes financiers. Alors ça, les systèmes financiers sont très friands de ce genre de flux parce qu'ils arrivent, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple à Wall Street, les appartements qui sont tout autour de Wall Street valent une fortune. Les informaticiens transforment les appartements en data center pour que la latence entre le stock exchange et les serveurs des data centers soit le plus faible possible pour pouvoir faire passer des ordres le plus proche de la nanoseconde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, quand vous faites un ping, vous avez 16 millisecondes de temps de réponse. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'arriver à ce délai en nanosecondes. Donc, les financiers adorent maintenant passer des ordres, alors je n'ai plus le terme en tête, mais d'acheter, de revendre sur des délais extrêmement courts et en quantité énorme. Et ils arrivent à faire des petites marges en les additionnant de manière astronomique et d'arriver à faire pas mal d'argent. Donc, voilà, donc là, on précise 100 000 événements par seconde. Un quatrième exemple, c'est celui qui concerne les services publics. Je disais un article il y a 2 jours sur la Tribune qui expliquait les smart cities, les villes intelligence. On en est typiquement là. D'abord, la moitié des Français disaient que je ne sais pas ce que c'est que les villes intelligentes. En fait, ce sont des villes qui sont capables de gérer au mieux des problématiques d'eau, en fait tout ce qui dépend de la ville, donc l'eau, les ordures, les flux de trafic, le trafic routier, l'électricité, etc. Alors, une des problématiques de l'électricité, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut pas stocker l'électricité. C'est-à-dire que quand quelqu'un consomme 1 kilowatt, il faut forcément qu'à l'entrée, on ait envoyé ce kilowatt. Donc on ne stocke pas. Donc il faut qu'on connaisse exactement. Alors ça va par exemple sur les nouveaux compteurs d'EDF. Je ne sais plus le nom, Linkis, je crois, un truc comme ça. Ou Link, je ne sais plus. Il a un certain nom. Et en fait, il mesure, dans chaque appartement, il est capable de donner toutes les 10 minutes la consommation de l'appartement. Et ces données, on les renvoie sur le réseau dans le but de pouvoir les analyser. Alors vous imaginez que dans tous les appartements d'une ville quelconque, soit Paris, soit une ville de province, où vous avez tous les compteurs qui ramènent leur consommation. Ça peut faire un flux important et on va pouvoir comme ça déterminer le comportement des usagers et anticiper, quand il fait froid, de pousser davantage les centrales nucléaires, etc. Donc ça devient quelque chose d'important. Si vous ne le faites pas, c'est tout le réseau qui tombe et vous avez des quartiers entiers qui sont dans le noir. Donc, on peut gérer une capacité jusqu'à 100 000 événements par seconde, issus de millions de sources de données, par exemple le compteur électrique. Je voudrais remettre en parallèle les CEP, le traitement des flux complexes, des événements complexes, en rapport avec la base de données. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais vous commencer par un exemple que j'adore, qui explique quelle est la différence entre un flux complexe et la base de données. Si vous devez compter sur une autoroute le nombre de voitures rouges, si vous prenez une base de données, en fait, l'équivalent avec la voiture, c'est que vous les mettez toutes dans le parking, vous les stockez, vous les comptez, et quand vous avez bien compté, vous les remettez sur la route. Le CEP, c'est pas ça, c'est qu'on va les compter quand ils sont en pleine circulation.
Alors si on regarde les détails, la différence entre les deux. D'abord d'un point de vue des accès de données. Quand vous avez des données dans la base de données, vous y accédez de temps en temps. Si vous cherchez le tarif de tel produit dans un site de e-commerce, tout le monde ne demandera pas le même produit. En tout cas, il y a certains produits, vous ne le demanderez quasiment jamais. Par contre, il y a les produits phares, il faut peut-être un peu plus souvent. Mais les produits non phares, il y a des chances que vous les demandez une fois par an. Donc, le stockage répond à cette contrainte-là. Je les mets à disposition que quand on en a réellement besoin. Dans un CEP, c'est quand on les a, il faut les traiter maintenant. La latence, le temps de réaction par rapport à la donnée. Du fait que je stocke ces données dans une base de données, la latence, c'est au moins la seconde. En fait, si on regarde, c'est moins de 10 millisecondes, j'ai une chance de récupérer ma donnée. Si elle n'est pas dans le cache. Je suis d'accord. Typiquement, la donnée, j'en ai besoin dans la seconde, l'heure ou la journée. Par contre, le CEP, c'est vraiment le temps de réponse à la milliseconde, voire moins. Et ça, les bases de données sont moins taillées pour le faire. Volume de données. La plupart du temps, les bases de données, c'est quelques utilisateurs dessus, etc. Les CEP, on pouvait avoir jusqu'à 100 000 événements à la seconde. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que la base de données. La base de données n'est vraiment pas destinée à faire ces traitements de CEP. Vous êtes bien d'accord? Au vu de ce qu'on vient de voir là, on ne peut pas utiliser les bases de données à ce moment-là. Alors, on peut, en fin de traitement du CEP, quand on a calculé, par exemple, sur un four, quand on a X valeur, on va la stocker, cette valeur, ou l'envoyer dans un système Big Data. C'est le but de la prochaine slide. Mais le flux de données, je suis bien sur de la donnée, on est bien sur du SQL Server. En fait, c'est bien une session SQL Server, on parle de la donnée. En fait, aujourd'hui, Microsoft d'ailleurs ne parle plus trop d'SQL Server quand on parle du métier de la donnée, il parle de Data Insight. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un glissement sémantique qui s'est produit. Stream Insight fait partie de ces éléments où on manipule la donnée, pas un moteur de base de données, mais dans un flux. Alors, pour bien comprendre le positionnement de CEP, j'ai repris un peu les différents éléments qu'on a vus, les exemples, et où se situe Stream Insight. C'est la zone entourée de bleu. Alors, en bas, vous avez le nombre d'événements traités. Vous voyez qu'ils se sent à l'aise plutôt quand on est à 1000, 10 000, 100 000 événements par seconde. Et en horizontal, c'est la latence. Il faut qu'on puisse traiter la donnée très rapidement. Millisecondes, inférieur à la milliseconde, 100 millisecondes. La seconde, la minute, c'est plus trop son domaine, et au-delà, c'est pas du tout son domaine. Alors, à quoi ressemble l'architecture intégrée de Stream Insight? Alors, on a des flux d'événements. Alors, on a représenté là, vous voyez, des capteurs, des sites web, des éléments financiers, voilà, qui sont les sources de données. En fait, on va développer, le travail du développeur, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est de définir des adaptateurs pour définir comment on traduit ces événements et que Stream Insight puisse le faire à travers les adaptateurs d'entrée. Donc la plupart du temps, ce sera un new observable pour ceux qui manipulent bien tout ça. Ensuite, on va écrire des requêtes, des queries logiques. En fait, ce sera des requêtes lignes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, des adaptateurs de sortie. Si on veut les stocker dans la base de données, par exemple, afficher des KPI, des choses comme ça, des tableaux de bord, soit des éléments financiers. Vous savez, les mecs, ils aiment bien, les financiers, les salles de marché, ils aiment bien avoir des écrans avec des tas de chiffres qui clignotent partout. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut stocker dans les bases de données. On peut aussi s'en servir comme point d'entrée d'autres choses, d'autres traitements de données qu'on aura transformé notre flux en des choses un peu plus calmes et un peu plus exploitables. C'est cette slide d'ailleurs qui le présente. Voilà. Où se situe dans l'architecture BI, par exemple, le CEP? C'est une des sources de données. Après, on a SSIS pour le transformer, l'adapter, qui sont stockés dans la base de données. Bon, le reste, si vous êtes habitué de la BI, c'est le schéma standard. Mais c'est un des points d'entrée. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu une slide très intéressante chez Microsoft, donc je me suis permis de la reprendre. Elle est sortie il y a 2 jours. En tout cas, j'ai eu accès il y a 2 jours. Voilà. Les principales sources de données pour alimenter un projet BI.
on avait les données structurées, les achats, les bancs, les fichiers Excel, des choses comme ça. On a les données non structurées, on en parle beaucoup avec le big data. D'ailleurs, le petit éléphant Hadoop est là. On a les éléments comme Facebook, comme Foursquare, comme Twitter, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut récupérer. Et puis vous avez cette brique-là qu'on oublie maintenant un peu et qui devient de plus en plus importante, c'est le streaming, c'est nos fameux flux. Donc des éléments de circulation. Bon, je ne vais pas refaire la liste que je vous ai donnée, mais ça devient d'autant plus critique aujourd'hui qu'on va parler de IoT. Qui sait ce que c'est que l'IoT? L'acronyme anglais? L'Internet des objets. D'ailleurs, je vous en reparlerai juste après, justement, de IoT. Stream Insight, les différentes versions. Ça a commencé en avril 2010 avec associé les premiers projets. En fait, la première fois où on pouvait télécharger, on pouvait profiter du produit, il était sur la galette, dans un répertoire. Je ne sais pas si vous avez regardé. Quand vous regardez le CD, vous avez un dossier Stream Insight. On n'y va jamais, mais le produit est téléchargeable là. Donc, il est dans la version 1. On est en avril 2010 et il nécessitait la licence d'SQL Server 2008 R2. On a une mise à jour pour s'adapter au framework 4. En version 1.1, en octobre 2010, on a rajouté un certain nombre de choses, dont la prise en charge de composants natifs du framework, qui sont les interfaces observable, e-observable ou e-énumérables. Donc le produit a déjà subi une petite modification pour être plus simple d'utilisation pour les développeurs. 1.2, on a encore amélioré le produit, c'est des améliorations sans cesse du produit, des agencements un peu mieux. On rajoute les outils de gestion. La version 2.0 toujours nécessite la licence 2008 R2 de mémoire, et on améliore les performances. Et là, il y a un petit gag, c'est que en 2001, version 2.1, pardon, on est en juin 2012, on a la licence d'SQL Server 2012 et on utilise toujours des améliorations, dont un nouveau modèle d'objet beaucoup plus simple, ce qui est assez vrai, et on utilise aussi un autre framework qui n'est pas natif mais qui est disponible en téléchargement gratuitement, qui est le Reactive Framework, qui est beaucoup plus à l'aise dans les flux quand on a des points d'entrée. Quand on définit les adaptateurs d'entrée, on va pouvoir utiliser celui-là, il est beaucoup plus facile à utiliser. Alors pourquoi il y a 2.1, 2.3 ? En fait, le 2.3, c'est la copie conforme du 2.1. La seule chose qu'il fait, c'est que la clé de licence d'SQL Server 2014 fonctionne sur la 2.3 et pas sur la 2.1. Et si vous voulez aller jusqu'au détail du gag, c'est que quand vous prenez un CD d'RTM d'SQL Server 2012, dedans, vous n'avez pas la version 2.3, mais 2.1. Donc si vous installez le Stream Insight qui est inclus dans la galette d'SQL Server 2014 et que vous mettez la clé de licence, il vous dit que ça ne marche pas. Donc en fait, vous devez télécharger maintenant la version 2.3 qui fonctionne avec la clé d'SQL Server 2014. D'ailleurs, quand vous faites l'install, il vous demande la clé de licence, c'est exactement la même que celle d'SQL Server. Hein. Vous ne pouvez pas l'installer sans la clé de licence. Alors ça, c'est les versions. Maintenant, les éditions de Stream Insight. 2 éditions, une standard, une premium. D'abord, c'est la clé de licence. Si vous mettez du SQL Server standard, ne soyez pas surpris que vous ayez la version de Stream Insight standard. Si vous mettez une clé de SQL Server Enterprise, ne soyez pas surpris, vous aurez droit à la version premium. Ce qui différencie, c'est le nombre d'événements ou la latence. Si vous voulez garder les données plus de 5 secondes ou que vous voulez traiter 5000 événements, il vous faut plus de 5000 événements par seconde, il vous faut la version premium. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'IoT. C'est qu'au moment où on a proposé cette session, c'était au mois de septembre, il s'est passé beaucoup de choses. Et par hasard, bien sûr, Microsoft est venu sur notre terrain et nous a proposé 2 produits pour faire la même chose que Stream Insight. Alors, j'en profite pour glisser la slide pour vous expliquer. Donc, vous avez dans Hadoop, dans HD Insight, l'implémentation Microsoft d'Hadoop, vous avez un produit qui a été annoncé dans Windows Azure, qui est Storm.
qui est justement une implémentation open source de Stream Insight. En fait, pas de Stream Insight, en fait, d'un CEP, pour être précis. Donc en Hadoop, on a un outil de CEP, de traitement des événements complexes, qui s'appelle Storm. Ensuite, a été annoncé, donc ça, de mémoire, Storm, ça doit être du mois d'octobre, je crois. Et Azure Stream Analytics, ça date d'il y a 15 jours. Qu'est-ce que c'est que Microsoft Azure Stream Analytics? Déjà, si vous avez déjà reconnu Microsoft Azure, vous avez déjà compris que c'est du cloud. Et donc, c'est un événement orienté cloud pour traiter les CEP. Quelqu'un a déjà vu aussi les sessions, par exemple, de machine learning? Quelques-uns. Donc, pour ceux qui y ont été, vous voyez, c'est plutôt facile, ça ressemble un petit peu à du graphique, je pose des éléments, etc. Et ben, Azure Stream Analytics, c'est un peu pareil, c'est des choses aussi simples. Vous déclarez un peu des flux en entrée, vous déclarez les traitements, etc. Ça ressemble un peu à ça. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a les trois. Aujourd'hui, on a ces trois produits. Alors, Microsoft s'est senti obligé, comme Hadoop, c'est de l'open source, il y a ce composant-là, pour les gens qui se sentent à l'aise avec les solutions open source, de profiter de cette brique-là. Mais ça n'empêche que Microsoft, ils aiment bien en ce moment de doubler tous les traitements, et les outils, ce qui est en open source, et aussi ce qu'eux font. Ils aiment bien mettre à leur sauce des choses, j'aime bien des fois dire que Microsoft arrive plus tard, mais ils font simple des choses que les autres font compliquées. Donc si vous aimez bien l'écosystème Microsoft avec du framework, des tas de choses, vous allez retrouver avec des choses plutôt agréables à manipuler, du .NET, parce que la plateforme Microsoft est très cohérente. Et donc c'est un peu ce que fait Stream Analytics. Donc Stream Analytics, on est dans le cloud. Et historiquement, Stream Insight a été fait pour de l'environnement on-premise pour répondre à des besoins chez d'autres clients. Pour ça qu'aujourd'hui, ces outils sont un peu complémentaires. En tout cas, ils répondent aux mêmes fonctions, mais ils sont complémentaires. Stream Insight on-premise. Storm, vous êtes dans du open source, avec tout ce que ça peut représenter comme contrainte, comme particularité, où il faut apprendre des langages, etc. Et Stream Analytics, qui est l'environnement de Microsoft, qui s'appuie sur un autre composant dans le cloud, qui est le Azure Event Hub, qui est utilisé déjà pour d'autres choses. Alors je ne vais pas en parler plus parce que je ne les maîtrise pas, c'est sorti très récemment. Mais en tout cas, sachez qu'il y a ces outils qui existent. On va attaquer quelques démonstrations avec Grégory. Est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà? Oui. Sur les adapteurs en entrée? C'est du e-observable. La plupart du temps, c'est des composants .NET qui sont vraiment dédiés à ça, qui stockent les éléments en liste, mais sous forme de flux. À toi? J'avais encore une slide de présentation justement de la première démonstration. On peut imaginer... Ouais, tu me l'as remis. Ouais, tu as raison, j'avais oublié. Merci Greg. Allez, on va imaginer que toutes les secondes, j'ai un flux avec des mesures qui arrivent. La première est à 0, la deuxième aux alentours de 20, etc. C'est cette courbe bleue. Voilà. Donc j'ai un flux avec des événements qui vont durer 10 secondes. Et ce qui m'intéresse, c'est de déterminer, par exemple, sur ces mesures, lesquelles vont dépasser un seuil qui était fixé arbitrairement à 42. Donc c'est au moment où je franchis le seuil. Donc si on regarde ici, jusqu'à 4, je suis en dessous. À 5, ça correspond bien. Je suis passé au-dessus. Mais le 6, je ne suis pas passé. Je ne suis pas descendu. Donc 6 n'est pas la valeur que je veux retenir. Je redescends en dessous. Et
à 9, je suis au nouveau dessus. Donc cette deuxième valeur à 9, je veux la retenir. Donc j'ai 5 et 9. Pour pouvoir le faire, en fait, c'est très simple. C'est que quand je suis dans chacun des intervalles de temps, je vais simplement définir un deuxième flux qui est décalé d'une seconde. Et ensuite, quand je veux savoir si je retiens la valeur, tout simplement, je regarde si la valeur de mon point est au-dessus de 42, mais que la valeur du flux précédent est en dessous. Donc là, ça répond bien. Ici, les deux sont au-dessus, ça ne marche pas. Là, celui-là est en dessous, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, ils sont tous les deux en dessous, mais celui-ci est en dessous et celui-là au-dessus. Donc je le retiens. Donc c'est ce qu'on va faire avec un petit exemple tout simple pour vous montrer le principe de Stream Insight. C'est bon, la prochaine slide, c'est... Ah non, oui, il y a encore... Ah si, voilà. Il y en a une petite encore de slide. Voilà, mais moi en gros... En fait, on va écrire la requête ligne qui fonctionne bien. La première, vous voyez, je déclare un flux shift forward ou alter forward qui tout simplement lui dit que la valeur, j'ajoute une seconde sur le flux. Et la requête link, alors c'est pour ceux qui n'ont jamais vu de requête link, voilà à quoi ça ressemble. From, un événement, c'est bien, ça me ressemble un peu du SQL, sur un événement qui vient du flux d'entrée, donc EVT c'est un nom. From prev, pour previous, précédent, c'est aussi un nom, du flux altéré que j'ai déclaré juste au-dessus. Et les deux conditions, where, previous value inférieure à mon seuil, et mon événement, la valeur de mon événement principal doit être supérieure à mon seuil. Et donc dans ces cas-là, je retiens 3 éléments. L'heure de l'événement principal, la valeur de l'événement principal aussi là, et au-dessus, je garde la valeur précédente pour les afficher. D'accord ? Donc voilà une requête link, et voilà comment je la traite dans Stream Insight. Oui ? Bon, bah on va regarder le code. Allez. Bon, bah, du coup, je vais le tenir à la main, ça sera plus simple. Donc ça, c'est un bout de code qu'on a trouvé sur... on s'est inspiré d'un bout de code qu'on a trouvé sur Codeplex. On pensait que c'était un exemple relativement simple à comprendre. Donc on l'a un petit peu adapté pour l'occasion, mais vous pouvez retrouver sur streaminsight.codeplex.com, il y a pas mal d'exemples du même style. Voilà. Donc comment ça fonctionne ? Tout d'abord, on a besoin d'importer les DLL qu'on a vu tout à l'heure sur Microsoft Complex Event Processing et le system.reactive. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir se connecter au serveur et créer une application. Et ensuite, une fois qu'on est connecté, on va pouvoir aller lire un flux en entrée. Alors là, bien évidemment, vu que c'est qu'une démo, on n'a pas d'objet connecté ou quoi que ce soit pour l'instant. Donc on va générer un flux. Donc le flux qui est généré, donc en fait, on va simuler un flux qui va contenir les valeurs qu'on a vues tout à l'heure sur le graphique. On va voir que 45, le seuil est égal à 42, donc la valeur 45 va dépasser la valeur 42. La valeur 50 la dépasse, mais on ne va pas la sélectionner puisque la valeur précédente était également supérieure à 42. Et puis on va sélectionner aussi la valeur 9. Voilà. Donc ça va être notre flux d'entrée. Donc on a notre flux d'entrée qui s'appelle input stream. On va créer un autre flux qui va reprendre les mêmes données mais en leur ajoutant une seconde. Et ensuite, on va faire la requête LinkU que Philippe vous a montré dans le PowerPoint. Et ensuite, en sortie, on va afficher toutes les valeurs qui dépassent ce seuil. Donc on va l'exécuter. Alors quand on va l'exécuter, vous allez voir toutes les valeurs s'afficher, celles qui ont été prises, et entre accolades, c'est celles qu'on va retenir.
Voilà, donc là, je simule mon flux, j'envoie des données toutes les secondes. Voilà. Et donc, on retrouve le time égale 5 qui dépassait 42 et le time égale 9 qui dépassait également 42. Voilà. Ça, c'était un exemple tout simple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. On a un flux, on l'intègre avec un adapteur et ensuite on fait une requête LinkU dessus pour le filtrer. On va passer à la démo Twitter. Puisqu'en fait, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait prendre à peu près n'importe quel flux en entrée. Donc on s'était dit, pour une session, ça serait peut-être pas mal de faire quelque chose de plus sexy qu'une machine-outil. Donc on a pensé à Twitter. Je vais le faire tourner une première fois pour vérifier qu'on récupère bien les tweets. Donc voilà, là c'est un flux qui arrive, qui passe dans Stream Insight, qu'on n'a pas vraiment filtré. Puisqu'en fait je récupère une partie des tweets qui contiennent la lettre E. Donc effectivement on en a beaucoup. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On crée un serveur, on se connecte au serveur, on crée l'application. On va créer le flux entrant, donc, qui correspond à notre objet source Twitter. Et donc, source Twitter, qu'est-ce qu'il va faire dans un thread à part? Il va aller se connecter à Twitter et filtrer tous les tweets qui contiennent le mot-clé. Donc c'était la lettre E, donc on va en récupérer beaucoup. Et ensuite, pour chaque tweet reçu, on va appeler cette méthode. On va appeler la méthode timerTweet, qui va transformer en fait le flux le tweet reçu en objet tweet, justement. Et ensuite, une fois qu'on a notre objet tweet, on va l'envoyer à notre observateur. Donc ça, c'est notre source. Ensuite, c'est là où est toute l'intelligence. Alors là, effectivement, pour l'instant, on prend tous les tweets qui contiennent de E, il n'y a aucune intelligence, on les sélectionne tous. On prend tous les tweets qui sont dans la source, il n'y a pas de where, il n'y a rien du tout. On voulait juste faire simple. Et ensuite, en sortie, on va s'abonner. On va utiliser la méthode subscribe. Non, c'est pas ça, pardon. Et donc en fait, pour chaque tweet qu'on va recevoir dans la méthode onNext, on va afficher la date et le tweet qu'on a reçu. C'est bon, pas de questions? Donc tout à l'heure, vous avez vu qu'on lançait, on récupérait tous les tweets qui contenaient la lettre E. Parmi ces tweets, on va rajouter un petit peu d'intelligence. On va rajouter un where. Donc, et je vais filtrer tous les tweets qui viennent d'un utilisateur qui utilise la langue française. Je vais le relancer. Normalement, on devrait en recevoir beaucoup moins. On en recevra toujours autant, mais en tout cas, on en affichera beaucoup moins. En espérant qu'il y ait des Français qui tweetent. Voilà. Donc vous avez vu, tout à l'heure, on en recevait un bon paquet. Ça défilait très très vite. Et là, Stream Insight, en fait, il va récupérer ce flux et, grâce à notre requête LinkU, permet de filtrer
assez rapidement. Parce que là, tout est fait en mémoire. S'il y a des gens qui s'amusent à tweeter, on veut le récupérer. Ah bah là, par exemple, on pourrait faire un filtre sur le hashtag JSS 2014, par exemple. Tu nous fais un Hello World ? C'est vrai, bah, je vais le faire. Alors, pendant ça, on a parlé d'un filtre sur la lettre E. C'est tout simplement parce que Twitter ne vous autorise pas à récupérer la totalité de leur flux. Il vous demande de me filtrer sur des mots-clés. Sinon, si vous mettez aucun filtre, au bout de 2 minutes, ils vous arrêtent parce que ça représente trop de flux pour eux. Donc ça, c'est pour ça qu'on a mis la lettre E. E, c'est la lettre qui, de mémoire, représente 17% de cas d'occurrence qui apparaît dans les mots. Donc c'est pour ça qu'on a mis E. Là, on a un exemple très simple de test, mais imaginez-vous qu'on peut croiser les sources ici à l'infini. Et il y a un exemple aussi dans ce Codeplex qui vous montre comment est-ce qu'on peut faire des inner join entre les flux, des outer join, etc. Donc ça doit rappeler des choses aux spécialistes de Transact SQL. Donc on veut faire simple, hein, c'est une session 200, on ne veut pas faire une session où c'était vraiment une prise en main. Donc je laissais Greg envoyer son tweet et éventuellement prendre une session questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions en fait? Attendez, bougez pas. Ce que je voulais dire, c'était qu'il y a bien plus que faire les filtres à la main du contenu d'un tweet. On peut faire aussi plein d'autres choses avec Stream Insight sur des fonctionnalités, des fonctions qui sont même pré-rentrées dans Stream Insight, il me semble. Hein. De tête, je ne les ai pas, mais on peut faire du windowing, on peut faire plein de choses comme ça. Hein. Mais là, ça sort du cadre de cette... C'était bien précisé que c'était une prise en main du produit. Effectivement, il y a beaucoup plus de choses dans le produit. Si vous regardez seulement le problème dans le Codeplex, ils vous en sortent une vingtaine d'exemples types. Justement, j'ai cité quelques jointures, mais effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, c'était une journée entière qu'on aurait dû consacrer à Stream Insight, voire plus. Dans une banque, je crois que c'est la Sogé, je ne sais plus quelle banque c'est, bref, où ils utilisaient ça pour faire du CEP. Et le CEP, en l'occurrence, c'était tous les retraits bancaires aux cartes. Et dès qu'il y avait un retrait bancaire sur une carte, par exemple sur Paris, et dans la même heure ou dans la même minute, la même carte qui faisait un retrait à Hong Kong, ça déclenchait une alerte pour dire tiens, il y a quelqu'un qui a piraté la carte, ou c'est pas possible d'être à la fois à Hong Kong et la minute après à Paris. Enfin, voilà, c'est le type d'exemple que j'ai entendu. Voilà. Attendez, 30 secondes. J'ai toujours un petit problème de compréhension de facilité sur la récupération de la donnée. C'est-à-dire que là, en 3 lignes de code, effectivement, je me branche sur Twitter et je récupère la donnée. Mais est-ce qu'on peut avoir des cas de récupération de données qui sont plus complexes, où en fait la source de données qui va venir alimenter après toutes les requêtes qu'on peut faire, on va être limité dans une certaine architecture? C'est-à-dire, moi j'ai pris un exemple concret parce qu'en fait j'ai fait un projet où on voulait un déclencheur avec Stream Insight. Alors nous on a eu d'autres problèmes, plutôt d'alimentation mémoire, ce qui fait qu'on a arrêté. Et au bout du compte, on a fait un pseudo Stream Insight, mais en prenant des solutions totalement standards. C'était quoi l'idée? C'était, on avait juste des appels web service vers AppFabric pour alimenter les données dans le cache. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était écouter les données que ramenaient ces appels web service pour déclencher des choses, ou faire des calculs statistiques pour ensuite justement exposer ces indicateurs qui venaient dans un outil temps réel qui présentait les courbes. Voilà. Et en fait, moi, la complexité de l'architecture, c'est que en fait, on a développé 2 fois le flux. C'est-à-dire qu'on avait l'appel web service et quelque part, le résultat de l'appel web service, on venait à nouveau se brancher. En fait, ce que j'aurais juste comprendre, c'est est-ce que la partie input stream, on a des limites dans l'architecture des données qu'on peut écouter? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il y a une vraie complexité ou... Sans changer techniquement comment on fait, mais est-ce qu'on a certaines limites avérées Est-ce qu'il y a des limites? C'est les limites un peu des produits. J'ai du mal à vous répondre parce que j'ai
pas bien compris de la problématique bon, je sais pas, je peux pas vous répondre, j'ai pas compris. En fait, je vais dire différemment. En fait, ce que je voudrais juste comprendre, quand on dit écouter un flux avec Stream Insight, donc vous m'avez dit qu'il y avait IO Observable. Enfin, comment ça se met dans l'architecture en fait, dans moi mon architecture technique, mes serveurs, quelle brique applicative je vais mettre pour pouvoir faire ces écoutes de données. Alors peut-être que j'ai pas compris quelque chose. Hein. Non, je crois que je vois. En fait, c'est un input adapteur. Il y a le traitement à l'intérieur du code. Et à la fin, vous avez un output. Output écran, output alarme, output... voilà. Mais l'input adapteur, on le développe sur mesure à chaque fois. Ça peut être un simple listener réseau et vous l'attachez à un input adapteur. Ça peut être, je sais pas, sur n'importe quel port réseau, vous écoutez et tout ce qui arrive sur ce flux-là est filtré après automatiquement et passe par cet input adapteur. En fait, un input adapteur, c'est tout simple, c'est un objet listener réseau. Voilà. Oui, mais c'est ça, effectivement, c'est trouver le moyen de sérialiser des données qui viennent d'un flux et de les rentrer. Ensuite, Stream Insight fera le traitement par lui-même. Donc en gros, effectivement, comme on a vu sur la slide, on a 3 vrais composants. Définir l'input adapter, définir les queries qu'on va faire dessus et ensuite, on va les envoyer donc sur une flux de sortie, sur un autre flux qui sera beaucoup plus lent, qu'on va pouvoir traiter de manière beaucoup plus calme dans le système. Mais j'aime bien votre exemple de la banque, effectivement. En fait, en machine learning, on cite souvent le cas justement de détecter des fraudes. Le machine learning qui apprend les fraudes. Le problème de la machine learning, c'est qu'elle se base sur des données statiques stockées. Votre cas, effectivement, c'est des problèmes de CEP. Vous avez des milliers de retraits, voire plus, effectivement, détectés dans toutes ces données-là, 2 cartes bancaires qui ont été retirées en même temps, ou sur des délais plutôt très restreints. Effectivement, je ne connais pas grand monde qui arrive à faire New York-Singapour en moins d'1 heure. On a eu ton... Ah oui, on l'a eu. D'accord. D'autres questions ? Oui, attendez. Non, mais en fait, c'est webcasté. Donc, si vous parlez, on ne vous entendra pas dans le webcast. Justement, pour revenir au problème de performance et de besoin en mémoire, puisque là, tout est en mémoire, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a les bonnes pratiques pour essayer d'estimer des besoins en mémoire, ou est-ce que c'est juste fait avec l'expérience qu'on va voir si on ne va pas exploser ce qu'on fait ? Alors, autant vous dire, tout simplement, on n'a pas peu de retours, en tout cas, sur les blogs, il y a très peu de choses. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de projets dans le monde qui utilisent Stream Insight. Surtout que ce n'est pas le seul projet chez CEP, hein, il y a d'autres produits qui existent. Donc, je dirais, c'est un peu l'habitude. Mais je voulais, en fait, l'objectif de cette session, c'était vraiment de vous faire découvrir que ça peut exister. Après, effectivement, des projets de ce type-là, c'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table en disant allez, on va se faire un petit truc, on va essayer. C'est un projet à part entière, surtout si on veut, selon la quantité de flux de données qui peut être intégré. Mais ce que je regrette, par exemple, c'est qu'on ne parle jamais du CEP. C'est-à-dire que vous connaissez la formule, quand vous avez un marteau, tous les problèmes se résolvent à être un clou. Et c'est quelque chose qui m'interpelle toujours, me disant, quand on a une problématique, si j'ai une base de données, je traite tout dans la base de données. Non, il y a d'autres problématiques. Donc c'est un peu l'objet de cette session, de se dire, toutes les données ne se traitent pas par la base de données parce qu'on ne se sent plus à l'aise. Donc effectivement, il y a peu de retours d'expérience forts. Et effectivement, là, il va falloir avoir un certain nombre de développeurs de high level. C'est pas quelque chose qu'on va donner à une personne lambda qui développe le dimanche sur un coin de table. Ça va demander des vraies contraintes diverses et variées. Pas d'autres questions ? Bon, écoutez.
Ben voilà, on vous remercie de votre présence et n'oubliez pas les évaluations, il y a des cadeaux à gagner et ça nous permet, nous, de savoir comment améliorer nos process, nos sessions, etc. Merci.